Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. Pas de sanctions supplémentaires contre le Burkina Faso. Décision des dirigeants ouest-africains réunis ce jeudi à Accra en sommet extraordinaire. « 35 ans après son meurtre, le procès des accusés de l'ex-président Thomas Sankara reprend au Burkina Faso. Et nous allons nous intéresser dans cette édition au lancement du très controversé méga-projet pétrolier de Total Energy en Ouganda. Cet investissement a fait couler beaucoup d'encre. Et puis sport, Abdelhamid Zouba, l'ancienne gloire du football algérien, a rejoint sa dernière demeure. Il est décédé hier à l'âge de 87 ans. Nous vous le disions en titre, pas de sanctions supplémentaires contre le Burkina Faso. Décision des dirigeants de la communauté des États ouest-africains réunis ce jeudi à Accra pour le sommet extraordinaire de la CEDEAO. Leila Guertal. Réunis à Accra, les responsables de la CEDEAO doivent statuer sur le dossier burkinabé en situation d'inconstitutionnalité depuis 10 jours. Date du renversement du pouvoir de Roch Marc Kaboré par Paul-Henri Sandaogo Damiba. Aussi, contrairement au Mali ou à la Guinée, dont les sanctions ont été sévères, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de ne pas imposer de sanctions supplémentaires au Burkina Faso. En revanche, l'élaboration d'un calendrier clair dans les plus brefs délais a été exigée des autorités militaires burkinabées pour un rapide retour à l'ordre constitutionnel. Bien avant, des signes de détente ont été exprimés par la visite de la délégation ministérielle conduite par la ministre des Affaires étrangères ghanéenne Shirley Ayorkor, saluant lundi, je cite, les discussions franches qu'elle a eues avec les autorités en place, trouvant les autorités très ouvertes aux suggestions et aux propositions de la CEDEAO. La délégation de la CEDEAO a également rencontré, comme exigé en préalable, le président Kaboré. Il va très bien, a tenu à rassurer la ministre en parlant du président déchu. D'autant que, lors de sa première prise de parole, Damiba a tenu à rappeler que son pays a plus que jamais besoin de ses partenaires. Une déclaration qui semble avoir trouvé bon entendeur. Reprise au Burkina Faso du procès des assassins de l'ex-président Thomas Sankara, 35 ans après son assassinat. La reprise du procès intervient suite au dégel de la Constitution par la nouvelle autorité. C'est donc une lueur d'espoir pour ceux qui attendent le verdict depuis des décennies. Safwan Ben Sabri. Il y a 35 ans était assassiné l'espoir d'une nation, l'espoir d'un peuple, l'espoir d'un continent. Thomas Sankara perdait la vie le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État qui porta Blaise Compaoré au pouvoir. Le président assassiné était connu pour ses positions anti-impérialistes et critiques envers la France. Le procès Sankara a repris ce mercredi 2 février à Ouagadougou. Il avait été reporté après l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Sandaogo et la suspension de la Constitution la semaine précédente. La Constitution est désormais dégelée, ce qui permet, d'après la nouvelle autorité, de reprendre le procès en garantissant l'indépendance de la justice. Blaise Compaoré, ex-président du pays pendant 27 ans et principal suspect, était absent. Il est soupçonné d'avoir été le commanditaire de l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, ce qu'il a toujours nié. Compaoré a été chassé du pouvoir en 2014 par la rue et vit depuis en Côte d'Ivoire. Longtemps, l'implication de la France dans le coup d'État a été dénoncée. L'ex-président Compaoré aurait eu des garanties de la part de la France avant de passer à l'acte. Fidel Castro disait « Condamnez-moi, peu importe, l'histoire m'absoudra ». 35 ans plus tard, aujourd'hui, l'histoire rattrape peut-être les commanditaires de l'assassinat du Che Guevara africain. Sommet africain, le 40e Conseil exécutif de l'Union africaine poursuit ses travaux à Addis Abeba. Cette session étant essentiellement consacrée à la coopération bilatérale entre les pays africains pour faire face aux différents défis sécuritaires et politiques imposés par la conjoncture. Il est également question des retombées de la pandémie du Covid-19 sur la situation économique et sanitaire.
Et ce sommet africain, l'occasion pour l'Algérie de monter au créneau pour dénoncer les violations des droits de l'homme en Afrique. Alger exhorte la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à rendre compte fidèlement de la situation dans le continent, notamment au Sahara occidental, où l'occupation marocaine viole et bafoue les droits humains au quotidien. Mohamed Amin Aperkan. Par le biais de Amar Bellani, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, l'Algérie demande au Conseil exécutif de la Commission des droits de l'homme à prendre leurs responsabilités pour la concrétisation de la mission d'établissement des faits dans les territoires sahraouis occupés. C'est ce que demande en tout cas la partie algérienne. Le Conseil exécutif, lors de sa 20e session, a demandé expressément à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de mener une mission au Sahara occidental afin d'évaluer la situation des droits de l'homme et de formuler des recommandations en la matière. Depuis, le Conseil exécutif ne cesse de réitérer sa demande pressante, mais malheureusement, cette mission n'a pas pu se rendre dans les territoires sahraouis occupés, a indiqué Amar Bellani. Paradoxalement, le rapport d'activité de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est soumis à débat ne rend pas compte du blocage de cette mission par les autorités marocaines et ceci constitue un précédent grave que nous dénonçons énergiquement, indique une nouvelle fois Amar Bellani. L'Algérie demande au Conseil exécutif de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de prendre leurs responsabilités pour la concrétisation de la mission d'établissement des faits dans les territoires sahraouis occupés. Le bilan de la tentative du coup d'État en Guinée-Bissau mardi est connu. Au moins 11 personnes ont été tuées. Des tirs ont été entendus dans la capitale pendant plus de 5 heures, près du palais présidentiel où se tenait un conseil des ministres. On ignore à ce stade l'origine de cette tentative de putsch. Le président Umaro Sissoko Embalo avait indiqué mardi soir avoir repris le contrôle de la situation. En République démocratique du Congo, le bilan de l'attaque d'un site de déplacés en Ituri revu à la hausse. Il passe de 40 à 56 morts à la suite de cette nouvelle attaque. La société civile de l'Ituri a décidé hier de décréter 3 journées ville morte dans la province de l'Ituri. Les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo sont pointés du doigt par les autorités. Autre drame en République démocratique du Congo, au moins 26 personnes sont mortes hier par électrocution dans un marché de Ngafula, une commune de Kinshasa. Un câble de haute tension en serait la cause. Les victimes, pour la plupart, étaient des vendeurs. Dans le dossier santé Covid-19, l'Algérie enregistre une nouvelle baisse. Le bilan passe une nouvelle fois en dessous des 1000 cas. 951 nouvelles contaminations en Covid-19 durant les dernières 24 heures, selon le bilan du ministère de la Santé. 694 guérisons et 14 décès sont également à signaler. Doucement mais sûrement, la vie reprend son cours dans plusieurs pays avec la levée des restrictions. L'allègement total ou partiel est déjà en vigueur dans certains pays. D'autres suivront le pas prochainement. Les détails avec Neila Hamoud. Doucement mais sûrement, la situation sanitaire s'améliore petit à petit. Le pic de contamination semble être passé à l'échelle mondiale. De plus en plus de pays saisissent cette opportunité pour une levée totale ou partielle des restrictions sanitaires. Le Danemark est devenu mardi le premier pays de l'Union européenne à lever toutes ces restrictions. Le pays juge sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron. Fin du télétravail obligatoire, levée des dernières restrictions sur la vente d'alcool, la Norvège estime que la société pourrait et devrait vivre avec le virus. Masque dans la poche, les Français ont de nouveau pu déambuler hier le nez au vent.
La France franchit une nouvelle étape dans l'allègement progressif des mesures sanitaires. Fini les jauges limitées dans les enceintes sportives et les établissements culturels. Fini aussi l'obligation du télétravail dans les entreprises, même si la mesure reste recommandée. L'Italie, elle aussi, a décidé mercredi d'alléger plusieurs restrictions anti-Covid, notamment dans les écoles. Fini l'enseignement à distance pour les élèves du primaire et du secondaire vaccinés ou guéris. La région espagnole du Catalogne a décidé de mettre fin à l'obligation de présenter un pass sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et les salles de sport. La seule restriction encore en vigueur est la fermeture des discothèques. En Angleterre, le port du masque n'est plus obligatoire. Le télétravail n'est plus recommandé et un pass sanitaire n'est plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et de certains grands rassemblements. L'Islande prévoit la levée de toutes ces restrictions liées au coronavirus d'ici mi-mars, point d'orgue d'un plan d'assouplissement en 3 étapes présentées par le gouvernement. La Suède s'apprête à son tour à lever, comme les voisins danois et norvégiens, pratiquement toutes les restrictions liées au coronavirus, et ce, à partir du 9 février. La Suisse entrevoit le Covid endémique et envisage de lever toutes les restrictions sanitaires dès le 17 février. L'Autriche va encore assouplir les règles pour les non-vaccinés. Ceux-ci pourront à nouveau fréquenter les magasins non essentiels à partir du 12 février. Enfin, en Algérie, après la fermeture des établissements scolaires pour une durée de 2 semaines, on s'achemine vers une éventuelle réouverture des écoles. Et ce, à partir de dimanche. Crise russo-ukrainienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan reçu à Kiev cet après-midi par son homologue Volodymyr Zelensky. Ankara tente une médiation autour du dossier ukrainien. Sur le terrain, le déploiement des militaires occidentaux se poursuit en Europe de l'Est. Le point sur la situation avec Amitouta. Dans la capitale ukrainienne Kiev, les visites des chefs d'État et responsables occidentaux s'enchaînent à vive allure, dans l'espoir de trouver une issue à la crise. À l'instar du président turc Recep Tayyip Erdogan, reçu par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. La Turquie, membre de l'Alliance OTAN, tente une médiation avec l'Ukraine, tout comme Paris, à travers un entretien attendu entre le président Emmanuel Macron et des responsables ukrainiens et russes. Certains médias parlent même d'une visite envisagée à Moscou dans les prochains jours. Une même escale est prévue pour le chancelier allemand Olaf Scholz. Des efforts diplomatiques qui n'ont pas freiné pour le moment les déploiements militaires des Occidentaux en Europe de l'Est ces dernières 24 heures. La Maison-Blanche annonce l'envoi de 2000 soldats américains vers la Pologne et un autre redéploiement de soldats présents en Allemagne vers la Roumanie. Une décision prise par le Bureau ovale en s'appuyant sur l'article 5 de la réglementation de l'OTAN relative à la défense commune entre les pays membres de l'Alliance. Une décision occidentale qui indigne une fois de plus le Kremlin. La Russie juge les mouvements militaires occidentaux comme facteur de tension entre les deux parties. Pour Moscou, la désescalade passe par l'arrêt de l'élargissement de l'OTAN dans l'est de l'Europe et une non-adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique. Et cet entretien entre le président français Emmanuel Macron avec ses homologues russes Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et polonais Andrzej Duda, objectif tenter de trouver une issue diplomatique à la crise aux frontières de l'Ukraine. La veille, le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron ont échangé par téléphone sur le dossier ukrainien et s'étaient engagés à se coordonner face à la Russie. La ligne aérienne Istanbul-Erevan, de nouveau opérationnelle, un signal important concernant la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Des négociations sont en cours justement entre les deux gouvernements soutenus par Moscou. Le ministre des Affaires étrangères arménien est attendu au mois de mars en Turquie. Une visite officielle et peut-être un tournant important dans les négociations. Et l'île Maurice, victime du passage du cyclone Batsiré. Hier, 7500 foyers étaient privés d'électricité. Le cyclone n'a pas fait de dégâts majeurs. Cependant, des rafales dépassant les 120 km/h ont été enregistrées. Elles dépassaient parfois les 151 km/h.
De nouvelles frappes aux drones ont encore ciblé Abu Dhabi, qui a annoncé avoir intercepté 3 de ses appareils. Cette attaque a été revendiquée par une fraction armée irakienne, augmentant ainsi les risques d'instabilité dans la région du Golfe. Sofiane Baroudi. Le ministère de la Défense émirati a annoncé dans un communiqué avoir déjoué une attaque aux drones visant Abu Dhabi. Cette offensive vient s'ajouter aux frappes Houthi contre des sites sensibles à Abu Dhabi et à Dubaï, principalement l'aéroport international, la société énergétique ADNOC et la base américaine d'Ad-Dafra. Dans une conjoncture d'embrasement des fronts au Yémen, notamment depuis l'emploi des Amalika sur les fronts de Chebwa et de Ma'rib, et avec la multiplication des frappes aériennes menées par la coalition sur Sanaa et Hodeïda. Le porte-parole du Pentagone a indiqué que les soldats ont dû se réfugier et que le système de défense antiaérien Patriot avait été utilisé pour parer aux frappes contre la base. Les États-Unis ont annoncé récemment leur volonté de soutenir les Émirats arabes unis pour renforcer leur système de défense. La dernière attaque contre la capitale émirati a été revendiquée par une fraction armée irakienne, proche du Hashd al-Sha'bi, qui dans une déclaration a indiqué avoir lancé 4 drones contre Abu Dhabi pour, je cite, que les Émirats cessent d'intervenir dans les affaires de la région en Irak et au Yémen. L'organisation en question est proche de l'axe irakien soutenu par Téhéran à travers les gardiens de la révolution. À ce propos, le ministre des Affaires étrangères iranien a appelé son homologue émirati. Les 2 diplomates auraient échangé sur les conséquences de la guerre au Yémen et la nécessité de la stopper, mais aussi sur l'action sioniste dans la région, notamment après la dernière visite du président de l'État hébreu aux Émirats. Pour rappel, Dubaï accueille l'Expo universelle, voulue par les dirigeants de cet État du Golfe comme une matrice de l'impulsion économique, mais aussi comme interface du modèle de stabilité et de prospérité, ainsi que du pôle d'attraction pour les investissements que se veut être Abu Dhabi. La guerre au Yémen dure depuis 7 ans et paraît ne pas montrer de signes d'apaisement. L'ouverture de nouveaux fronts menace la stabilité de cette région névralgique, marchant sur des charbons ardents. La Maison-Blanche a annoncé l'élimination du patron de Daesh lors d'une opération spéciale menée dans le nord-ouest de la Syrie. Le président américain Joe Biden, dans une allocution, a déclaré que Haji Abdullah, connu sous l'appellation d'Ibrahim el-Quraishi, a été ciblé dans une opération qualifiée de réussite. Nos forces ont mené cette opération avec la préparation et la précision qui les distinguent. Et j'ai demandé au ministère de la Défense de prendre toutes les précautions possibles pour éviter au maximum les pertes civiles. Sachant que ce terroriste avait choisi de s'entourer de familles, y compris d'enfants, nous avons fait le choix de lancer un raid des forces spéciales avec un risque beaucoup plus grand pour nos propres agents, plutôt que de le cibler avec une frappe aérienne. Nous avons fait ce choix pour éviter au maximum les pertes civiles. En Afghanistan, réouverture de certaines universités publiques avec une poignée d'étudiantes. C'est la première fois depuis le retour au pouvoir des talibans. La mixité n'existe pas dans ces établissements dans les 6 provinces afghanes concernées par la réouverture. Pour rappel, seules les universités privées avaient été autorisées à rouvrir jusque-là. Retour en Algérie pour parler énergie. Le groupe pétrolier et gazier algérien Sonatrach renforce ses coopérations dans les opportunités d'investissement avec le russe Gazprom EP International. Sonatrach déclare la commercialité des découvertes de gaz avec ses partenaires russes en Algérie. Les précisions avec Mohamed Ouali Ben Chaban. La compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach annonce la réalisation d'une étape importante avec son partenaire russe Gazprom EP International dans le cadre du contrat de recherche et d'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d'El Assil au bassin de Berkine et l'entrée dans la phase de développement et de construction. L'entrée en production de ce projet est prévue courant 2025, permettant la contribution à l'approvisionnement du marché gazier en plein essor. Sonatrach et Gazprom travaillent pour le développement optimal des ressources en gaz découvertes en Algérie à travers la réalisation d'opérations de forage de 24 nouveaux puits ainsi que la réalisation d'une unité de traitement pour la production de gaz naturel, de condensat et de GPL qui seront acheminés à travers le réseau de transport existant de la compagnie algérienne. La nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures offre des avantages et un partenariat gagnant-gagnant entre les deux parties dans le développement de nouveaux projets.
Et Sonatrach qui enchaîne les partenariats. Le groupe pétrolier et gazier a en effet annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec la société grecque DEPA portant sur l'extension du contrat de long terme relatif à la vente et achat de gaz naturel liquéfié sur le marché grec, et ce à compter du 1er janvier 2022. Selon un communiqué publié par Sonatrach, ce partenariat comprend la livraison de cargaisons de GNL au groupe DEPA, mais également une réadaptation des termes contractuels existants en accord avec les développements actuels et futurs des marchés énergétiques. Toujours en énergie, le groupe énergétique français Total Énergie a annoncé cette semaine le lancement de son très controversé méga-projet pétrolier en Ouganda, un investissement qui a pourtant fait couler beaucoup d'encre auprès des activistes environnementaux. Les détails avec Khair Dempotage. Contre vents et marées, 16 ans après la découverte de gisements pétroliers en Ouganda, le groupe énergétique français Total Énergie et ses partenaires ont annoncé leur décision finale d'investissement. Une procédure qui scelle le dossier du méga-projet pétrolier du lac Albert, Tilanga et Kingfisher et la construction de l'oléoduc ICOP en Ouganda et en Tanzanie. Problème, le projet de Total fait face à une contestation massive de la part de la société civile locale, mais également de certaines ONG françaises. Il est aujourd'hui présenté comme une véritable menace pour l'environnement et fait l'objet d'une action en justice engagée par 6 associations françaises et ougandaises. Ce méga-projet pétrolier de Total est une vraie catastrophe sociale et environnementale pour l'Ouganda et la Tanzanie. Il s'agit en fait de 2 projets. Donc tout d'abord le projet Tilanga, qui est le projet d'extraction du pétrole. On parle ici de plus de 400 puits de pétrole qui vont être forés. Et ensuite l'oléoduc ICOP, qui sera le plus long oléoduc chauffé au monde, traversant tout l'Ouganda et la Tanzanie sur plus de 1400 km de long. Et pour cause, le projet de l'énergéticien peine à faire consensus autour de lui, et ce malgré un soutien implicite et explicite des 2 appareils d'État, français et ougandais. Total vient d'annoncer la décision finale d'investissement sur ce méga projet pétrolier, mais ça ne veut pas du tout dire que le financement de 10 milliards de dollars qui est nécessaire est bouclé. Et d'ailleurs, Total a beaucoup de mal à trouver ces financements. C'est notamment grâce à la mobilisation croissante de la société civile qui a mis en lumière les graves violations des droits humains qui sont en cours en Ouganda. Selon un rapport publié le 14 octobre 2021 par l'ONG Les Amis de la Terre France, le président français Emmanuel Macron aurait écrit à son homologue ougandais pour lui garantir le soutien de la France à ses projets pétroliers et à Total. Le document parle également de troupes militaires qui seront ensuite déployées pour protéger les régions pétrolières contre les menaces extérieures. Le projet Tilanga et le projet Kingfisher devraient rentrer en production en 2025 et atteindre une production cumulée de 230 000 barils par jour en plateau. Selon plusieurs observateurs, la France serait en passe de déplacer ses intérêts économiques vers l'Afrique de l'Est, suite à ses nombreux déboires à l'ouest et dans la région subsaharienne. Une théorie étayée par l'annonce de la relance du méga-projet gazier au Mozambique, opéré par Total Énergie. En sport, c'est une bien triste journée pour les amateurs de ballon rond en Algérie. Abdelhamid Zouba, ancienne gloire de l'équipe du FLN et ex-entraîneur de l'équipe nationale, nous a quittés hier à l'âge de 87 ans. Il a rejoint aujourd'hui sa dernière demeure. Retour sur son parcours et son vécu dans ce portrait. Il est signé Amira Becha. Le sacrifice, lui, il en a fait, par amour à l'Algérie, celle qu'il l'a vu naître en 1935. Abdelhamid Zouba, un grand nom du football algérien. Un homme qui a servi sa patrie sans aucune hésitation. En 1958, il rejoint les 32 joueurs de l'équipe du Front de la Libération nationale, autrement dit, l'équipe de la liberté. Sous l'Algérie indépendante, il poursuit son parcours footballistique en tant qu'entraîneur à succès de plusieurs grands clubs algériens, mais aussi étrangers. De la France à la Suisse, en passant par la Mauritanie et la Tunisie, Zouba empile les trophées. Mais il écrira l'histoire du Mouloudia avec des lettres d'or en 1976, l'année à laquelle il réussira à remporter le fameux triplé, Coupe, Championnat et Ligue des champions d'Afrique. L'ancien protégé de la légende du FLN, Abdenour Kawa, puise dans ses souvenirs. C'est avec vraiment une grande douleur que j'ai appris le décès de Hamid Zouba. C'est
C'est un monsieur qui a énormément travaillé dans notre football et qui a fait même un parcours assez extraordinaire. Non seulement ça a été un ancien joueur de l'équipe Afalan. J'ai commencé avec lui en équipe nationale quand il était entraîneur avec Pentihour Lahmou en 1969. C'est là que je faisais mes débuts en équipe nationale. Et par la suite, nous l'avons eu comme entraîneur au Mélédia. Et grâce à lui, on a eu ce fameux triplé que beaucoup d'équipes à travers le monde convoitaient. C'est un monsieur qui a énormément marqué le football algérien de par sa carrière. Mais bien évidemment, il ne faut pas l'oublier qu'il a fait partie de la grande équipe de l'équipe Afalan. Aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup et je souhaite longue vie à ceux qui restent. Si Zouba s'en est allé, son esprit accompagnera éternellement cette jeunesse algérienne qui l'a tant aimé pour sa modestie, mais aussi son dévouement au sport roi. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Abdelhamid Zouba. Avec sa disparition, l'Algérie et la scène sportive perdent l'un des champions sportifs qui ont brillé dans plusieurs clubs sportifs à l'étranger et qui ont hissé haut le drapeau national sous la bannière du Front de Libération Nationale, peut-on lire dans un communiqué de la présidence. Sport toujours, CAN 2021. Qui du Cameroun ou de l'Égypte rejoindra le Sénégal en finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations? Réponse ce soir. Deuxième demi-finale entre deux grands du continent, les plus titrés de cette compétition. Tout simplement, le début du match est prévu à 20h. Et sans plus tarder, direction Yaoundé pour retrouver notre journaliste envoyé spécial Faisal Salah. Faisal, bonsoir. Bonsoir Riyad. Alors j'imagine que l'ambiance est au rendez-vous pour cette affiche des demi-finales. L'ambiance est au rendez-vous pour cette affiche de demi-finale, le 50e match de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte rencontrera le Cameroun d'ici moins d'une demi-heure, ici au Stade Olembe. La réouverture du Stade Olembe qui était sanctionnée, on va dire, par la Confédération africaine de football. Les Camerounais sont au rendez-vous. Les Égyptiens se sont déplacés d'Égypte. 300 Égyptiens sont attendus encore ici à Yaoundé, au stade, pour soutenir les Pharaons. On va dire un match très difficile pour les deux formations qui se connaissent très bien. Il y a deux entraîneurs portugais, Carlos Queiroz côté égyptien et Tony Conceição côté camerounais. Alors Faisal, vous avez certainement discuté avec des supporters camerounais. Sont-ils confiants ou appréhendent-ils cette rencontre ? Ils ont peur, les Camerounais, ils ont peur de ce Mohamed Salah. On a parlé même dans la conférence de presse d'un plan anti-Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a, on va dire, qui s'est illustré pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout après le match face au Maroc et le but magnifique qu'il a inscrit aussi avec l'Égypte, on va dire. C'est Mohamed Salah, tout le monde a peur de Mohamed Salah. Le pharaon, apparemment c'est le numéro 1 pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et les Camerounais, ils ont vraiment peur peut-être de l'Égypte que du Sénégal. Très bien, merci beaucoup Faisal pour ces détails. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Yaoundé pour la couverture de cette CAN 2021. On a les 11 des deux équipes. Allez-y, vous pouvez les annoncer. Alors pour le Cameroun, c'est Onana, le gardien de but, Castilleto, Ngado, Ngadji, Tolo, Faye, Angla, Anguissa qui était présent lors de la conférence de presse, Goué, Ngamelo, Ekambi, Aboubakr, Vincent en attaque. Pour l'Égypte, c'est Mohamed Abou Jabal qui va être dans les buts, Enneni, Abdelmoumen, Louinch, Fethi, Fetouh, Souleya, Kamel, El Marmouche, Mohamed Mustafa et le capitaine évidemment, Mohamed Salah. L'entraîneur, c'est bien Carlos Queiroz, le Portugais. Merci beaucoup Faisal, une nouvelle fois, pour toutes ces précisions. Je rappelle que le match débutera à 20h. Merci Riyad. Voilà, c'est avec cette information que nous arrivons au terme de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info du ciel, la météo, présentée par Amal Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain 13h.